Merci Philippe. Alors je vais moins parler de littérature que d'organisation en fait ou de recensement des prisonniers de guerre occitans et écrivains occitanographes. Parce qu'en fait, comme l'a dit Cyril, le travail de thèse dans le cadre de ma thèse que j'ai menée m'a permis de dépouiller les revues occitanes de l'époque publiées pendant l'événement. Et dans ces revues, on va découvrir, notamment dans la revue Le Félibrige, la revue du Félibrige provençal maximaliste, tous les mois, une liste des prisonniers de guerre, qui donc sera complétée au fur et à mesure avec une identification du lieu d'emprisonnement ou de captivité quand il est connu. Il y a d'autres informations qui vont apparaître, notamment dans des poèmes publiés dans les revues. Un exemple, Aïmad Baudoui, 3050 J.A. Stalag 8C 58R Deutschland. Et donc, ce sont toutes ces informations qui nous font dire qu'il y a énormément de monde, finalement, qu'une grande partie des occitanistes sont captifs en Allemagne. Le plus connu d'entre eux, que vous connaissez, est sans doute Charles Camproux. Alors Camproux, je vais passer sur sa vie d'avant-guerre. Il est sous-officier dans l'armée française. Il est engagé dans le 108e régiment d'infanterie. Et en 1940, son bataillon est envoyé dans la Marne, à Époix, et ils perdent la bataille. Sur ce, ils vont être amenés donc vers l'Allemagne et ils seront, et Camproux parmi eux, captifs dans les stalags 11A et 11B qui se trouvent à Altengrabov et Bad Fallingbostel en Haute-Saxe et Basse-Saxe. Camproux, il est donc sous-officier, il va être très rapidement mis au travail, il travaille dans une ferme, sauf qu'un décret paraît rapidement qui indique que les sous-officiers ne sont pas obligés de travailler au service du Troisième Reich. Ce que fait Camproux, c'est qu'il dit « moi, si je ne suis pas obligé de travailler, je ne travaille pas ». Donc, il va rester dans les baraques du Stalag, et pour occuper son temps, il écrit des poèmes, il écrit un journal de captivité qui va être en fait composé à la fois de poèmes en vers et de récits autobiographiques, de poèmes qu'on pourrait qualifier en prose, qui sont ces récits de journée de captivité. Et donc ce recueil est Poemos sens poésie, qui sera publié donc en 1942. Et en fait, donc, ce qui va se passer, c'est que Camproux organise, et j'en parlerai plus tard, une université du camp, un club des tordus. Il apprend l'allemand à ce moment-là pour pouvoir intégrer les archives du camp, lire les archives et connaître quels sont ses camarades qui sont emprisonnés et captifs pour organiser un réseau d'évasion. Donc, il parle allemand, il se lie. Alors, il est en relation avec un SS allemand qui est K. Thomson. Et en fait, il s'avère que ce SS allemand est un lecteur d'Occitanie, la revue que Camproux avait créée en 1934. Ce que fait K. Thomson en 1942, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur ce fameux SS allemand, c'est qu'il donne Camproux reçoit un ordre d'affectation dans un front stalag, donc un stalag en France ce coup-ci. Camproux part, donc il ne comprend pas Camproux pourquoi il reçoit cet ordre d'affectation. Il s'en va à Paris, et à Paris, il est rejoint par ce fameux K. Thomson, habillé de SS. Camproux se dit wow, qu'est-ce qui me tombe sur la tête, les SS arrivent, je me retrouve à Paris, je ne comprends rien. Finalement, le K. Thomson donne rendez-vous dans un café, à Camproux, dans un café de la ville, lui amène habillé de SS, argent, faux papier, et lui dit maintenant, tu pars. Et K. Thomson, on apprendra qu'il aura fait libérer ou évader plusieurs des prisonniers des stalags 11A et 11B et qu'il sera ensuite fusillé pour traîtrise. Un autre prisonnier est Pierre Miremont. Pierre Miremont, il est originaire de Dordogne, il va suivre des études religieuses et il va s'intéresser à la langue occitane quand il arrive à Requista, en Aveyron. Il va suivre aussi des études, donc il arrête la religion, pour lui c'est trop, il suit des études de droit, il devient huissier à Villefranche de Rouergue, il est militaire et il est mobilisé en 1939 comme lieutenant chez les chasseurs alpins.
Le 19 juin 1940, il est envoyé dans une bataille dans les Vosges, même sort que pour Camproux, le bataillon perd la bataille et ils sont envoyés dans un convoi vers l'Allemagne. Alors Miremont sera d'abord enfermé à Mulhouse pour ensuite être transféré. Lui, il est officier, donc il sera dans des oflags. Et en fait, il va réaliser comme un tour des oflags de l'Allemagne, puisqu'il va être déplacé d'oflag en oflag. Il commence par l'oflag 10C à Lübeck, le 10D à Hambourg-Fischbeck, il migre en Westphalie, à Münster, donc jusqu'en 1944, finalement, Miremont va voyager, entre guillemets, à travers l'Allemagne et jusqu'en 1945 même, l'Allemagne et les oflags. Et c'est à Zost que il est libéré finalement et qu'il revient en France. Autre personnage très connu de l'occitanisme au sens large, fait livrer occitaniste, c'est Joseph Salvat. Alors Joseph Salvat, lui, n'est pas militaire, à la différence de Miremont et de Camproux. Joseph Salvat, il est prêtre, il se trouve à Toulouse, il a fondé le collège d'Occitanie avec Prosper Estieux. C'est une personne notable. Pour lui, jusqu'en 1944, tout se passe de manière assez calme. Il organise son collège d'Occitanie, il donne des cours, l'exposition nous montre que ses élèves écrivent des poèmes sur la guerre en occitan. Mais le 9 juin 1944, bim, toc 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 à la porte, c'est l'armée qui vient le chercher et qui l'envoie dans un premier temps à Royal-Lieu, dans le camp de Royal-Lieu à Compiègne, et donc il est fait prisonnier. Il va rester à Compiègne pendant un mois, et le 15 juillet 1944, ils sont envoyés vers le camp de Neuengamme, qui est un camp d'épuisement par le travail. Sauf que Salvat n'a pas le même sort que ses autres compagnons de captivité. Salvat est considéré comme un notable, un prominent, et donc il échappe à tous les travaux forcés qui se faisaient, donc, qui étaient mis en place dans ce camp. Donc dans ce camp, on voit qu'il y a deux parties finalement, à la fois les notables qui ont un sort réservé, qui laissera du coup le temps et l'énergie, toujours tout entre guillemets, à Salvat d'organiser plein de choses pour l'Occitan, la langue et la culture, et d'un autre côté du camp, les baraques de captifs qui sont épuisés par le travail. Quatrième prisonnier de guerre, c'est Jean Lesaffre. Jean Lesaffre est ingénieur en chef au service du personnel de la SNCF, et c'est d'autant plus d'actualité que d'en parler aujourd'hui, puisque il est élevé dans une famille catholique et il suit des études au collège privé de la Trinité, donc ici à Béziers. Il va rejoindre les bancs de l'université à Montpellier et il va passer une licence en mathématiques et une thèse en droit en 1934. Il fait partie à Montpellier du groupe du Nouveau Languedoc et il va être en contact avec les différentes associations des jeunes occitanistes qui œuvrent à la renaissance de la Languedoc. On a les étudiants Ramundens à Toulouse, Lara et des Marseillais Camproux et Reboul, et donc ce nouveau Languedoc à Montpellier. Et ensemble, ils vont créer en 1930 une grosse association qui est la Ligue Frédéric Mistral. En 1939, le Zaffre est mobilisé et en 1940, jackpot, il est aussi fait prisonnier. Il s'en va à Nienburg-Wieser à l'Oflag 10B. Le Zaffre tombe malade et pour des raisons de santé, il va être rapatrié en 1942. Sylvain Toulz, et lui qu'on connaît moins, est un fait libre lotois, il est prêtre au diocèse de Cahors. Il va recevoir pour son œuvre le prix Fabien Artigue en 1943 et son œuvre c'est la Canto del Faidi. C'est un recueil de poèmes justement écrit en captivité dans le Stalag 10 en Allemagne. À la fin d'un de ses poèmes publié dans l'Ougaï Sabé, on comprend, il est à noter que Toulz se trouve à Berlin en 1941. Et ce sont toutes ces petites indications éparses qui nous permettent de savoir qu'un tel ou un tel était prisonnier,
puisque pendant la période, déjà peu d'études ont été réalisées sur le domaine occitan pendant la Seconde Guerre mondiale, et en fait, dans les notices biographiques qu'on peut trouver généralement, on va avoir en 1938, cet écrivain faisait ci, et en 1946, il faisait ça. Quid de ce qui se passe au milieu? Surprise. Donc ça a été difficile aussi de trouver toutes ces informations. Un autre fait libre qui lui est encore moins connu, mais qui va apporter des informations primordiales dans la compréhension de l'événement lié au milieu occitaniste, c'est Charles Roussely. Charles Roussely, il s'avère que c'est un fait libre qui vient de Montrégeau, et il est enfermé, emprisonné en juillet 40 à Mayence, dans l'Oflag 12B. Lui aussi, même sort que Miremont, il traverse l'Allemagne d'Oflag en Oflag, et il va rester toujours avec Miremont. Et en fait, pourquoi son témoignage va être d'une importance capitale, bien que peu connue, c'est que Roussely va écrire un grand témoignage publié dans l'Ougaï Sabé en 1943, la Languedoc à l'Oflag 6D, ou le Félibrige plutôt à l'Oflag 6D. Et en fait, cette liste, comme on le voit, est longue, peut-être encore complétée par d'autres prisonniers, et justement, elle continue d'être complétée au fur et à mesure des mois de guerre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces camps de prisonniers en Allemagne? Les conditions, comme je vous l'ai dit, sont compliquées, particulièrement au début, où les sous-officiers et officiers, les sous-officiers travaillent pour l'économie du Reich. Certains, donc, à la parution de l'article 27 de la Convention de Genève, décident ensuite de dire nous, on arrête de travailler. Et c'est là qu'ensemble, ils vont réfléchir à trouver des occupations. Et ces occupations, comme l'a dit Philippe, ils sont encore attachés au passé, ils sont encore attachés à leur langue, à leur culture occitane, et ils décident de dynamiser la langue d'oc et la littérature. La première école qui est montée dans les camps de prisonniers en Allemagne, et sûrement la plus connue, c'est l'école des Embarbelats. Cette école, elle est fondée en mai 1940 par justement Pierre Miremont et l'académicien Pierre-Henri Simon à Lübeck. Donc c'est l'essai de Roussely, c'est le Félibrige en captivité, je retrouve mon titre. Et en fait, on apprend dans cet écrit de Roussely que l'école va regrouper de nombreux prisonniers, faits libres pour la plupart, dont on ne connaît pas forcément ni l'existence ni l'œuvre, qui travaillaient, je cite, ardemment à leur formation félibréenne. Parmi les escoulas, on peut citer, et là je cite l'article, Monsieur le lieutenant-colonel Roman, provençal, qui était capiscole, Monsieur Barthes, avocat à Toulouse, qui présidait le groupe régionaliste des Occitans, réunissant toutes les provinces d'Oc, Monsieur Barietti, inspecteur des eaux et forêts en Gascogne, Sautel, notaire de l'Ardèche, Morin, instituteur à Tarbes, Maury, agrégé d'histoire du Limousin, Veyrette, professeur au séminaire d'Albi, qui fut le premier capellan de l'école, Sanson, instituteur à Perpignan, Mordam, pasteur à Cannes, et d'autres de partout que je ne puis nommer car ils sont trop nombreux, une soixantaine d'escoulas. Ce que nous apporte cette liste, c'est qu'en fait les prisonniers occitans, donc certes sont nombreux, mais aussi viennent d'absolument partout sur le territoire et se retrouvent. Et c'est là en fait peut-être un point positif de la captivité et de la création de ces escoles des Embermelat qui a permis le rassemblement et l'unification, les retrouvailles de tous les acteurs qui s'intéressaient à la culture occitane. Ces escoulas vont être rassemblés 2 fois par semaine pour des séances plénières dans lesquelles une question sur la langue va être traitée. Ils organisent tous les jours, en plus de leurs séances plénières, des cours, des conférences, des discussions, et tous les sujets sont abordés. Études de la langue, de la littérature, de l'histoire, de l'art des pays donc. Et bien sûr, Frédéric Mistral tient une place très importante dans toutes ces discussions. Alors, il y a des discussions intellectuelles, il y a des discussions sur la graphie, sur la langue, mais il faut trouver aussi des espaces de divertissement dans cette morosité des camps. Et en mai 1940, les escoulas de l'école des Embervelats
décident d'organiser leur première Sant'Estèle de captivité. Ils organisent à cette occasion un concours des jeux floraux. C'est Barietti, que je vous ai cité tout à l'heure, qui en est, je cite, le grand vainqueur, et qui va recevoir même un prix parce qu'il savait trouver des petites choses pour se faire plaisir. Et ce grand prix des jeux floraux que reçoit Barietti, c'est 100 cigarettes. Pour la traduction donc du texte allemand du conte Blanche-Neige de Grimm. Sauf qu'en 1941, les prisonniers sont dispatchés et envoyés dans un autre camp qui est l'Oflag d'Isdé. Ils ne s'abattent pas, ils ne sont pas abattus, continuent leur étude de la langue, et ici, ils trouvent la merveilleuse idée de travailler sur Mireille, la grande œuvre qui vaudra le seul prix Nobel de littérature en Occident. Des commissions s'organisent et sur les centres d'intérêt des prisonniers, encore une fois, commission sur la graphie, commission sur la langue, la propagande, bref, même un architecte de métier propose une maquette du palais du Félibrige, faite avec des petites allumettes. 1942 arrive, le mois de mai, les bourgeons en fleurs, on va organiser notre deuxième Sant'Estèle des captivités. Je cite aussi, la Saint-Estelle 1942 fut une journée merveilleusement réussie qui a marqué notre vie de prisonnier d'un souvenir ineffaçable. Par elle sont à jamais liés ceux qui, dans les barbelés, loin de la patrie, ont chanté ensemble de tout leur cœur la coupe au centre. Rebelote, à la fin de l'année 1942, éclatement du groupe des prisonniers de l'Oflag, Miremont et Roussely sont eux les prisonniers sont envoyés dans différents oflags, mais Miremont et Roussely vont rester ensemble et sont envoyés à Münster. Alors on peut penser qu'avec l'éclatement des prisonniers et des embarbellats, que les activités de l'école vont s'arrêter. Pas du tout. Ils sont tenaces et justement pour eux, l'éclatement de ces prisonniers et de ces escoulances de l'école des embarbellats va permettre de créer des sous-sections de l'école des embarbellats dans tous les oflags dans lesquels ils se trouvent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'école des embarbellats devient de plus en plus prolifique et est présente un petit peu partout sur le territoire allemand. Je cite Roussely, l'école des embarbellats, maintenant divisée en 3 groupes, est plus florissante qu'elle ne le fut jamais. Ils vont être rejoints par un autre félibre important qui est Marcel Fournier, un périgourdin. Il est président du Bourg-Madao Périgord et lui, il est élu majoral du Félibrige en captivité en 1942. Il va prendre la présidence du groupe des embarbellats de Münster et qui rassemble une trentaine d'escoulants. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en plus d'être divisé, chacun dans son oflag va recruter des prisonniers et en fait le nombre d'embarbellats et d'escoulants augmente de mois en mois et de mois en mois au fur et à mesure de la captivité. Ils organisent en 1943, le 25 mars, à l'occasion de l'anniversaire de la mort de Mistral, une messe, justement en l'honneur de Mistral, suivie d'une séance solennelle, très suivie par les commandants français du coin. On n'en saura pas plus, alors on suppose que cette école des embarbellats perdurera dans certaines oflags jusqu'en 1945, notamment sous la direction de Miremont, puisqu'il est captif jusqu'en 1945. Mais Charles Roussely est rapatrié en 1943 et c'est lui qui nous avait apporté ce témoignage très précis sur cette organisation. Et à partir de 1943, à cause de sa maladie, donc Roussely est rapatrié ce coup-ci à Toulouse et il arrêtera d'écrire sur le sujet. J'ai rencontré sa fille qui me disait que quand il est rentré, donc déjà il était très très affaibli et il ne voulait plus parler de ce qui s'était passé là-bas. Alors bien sûr, il pensait à ses camarades, mais pour lui c'était chose du passé et il fallait justement passer à autre chose. Et je crois que c'est là un point important aussi de cet événement de la Seconde Guerre mondiale, c'est que pour beaucoup, il a été difficile et d'en parler, et pour d'autres même de prendre la plume pour expliquer toutes ces émotions et cette douleur qui pouvait ravager les âmes et les consciences. Je ne sais pas si j'ai encore du temps.
Alors, une autre école qui a été créée, c'est justement celle de Salvat, c'est l'école de la Cruz Jaune. Elle est créée donc à Neuengamme, dans le camp de Neuengamme. La vie au camp donc, est régie par la faim. Alors on peut penser que c'est des notables, mais on imagine bien qu'ils n'ont pas des grands banquets avec tout ce qu'il faut pour survivre. Hein. Manque de nourriture. Et les prisonniers perdent, comme leurs camarades, des dizaines et des dizaines de kilos au fur et à mesure des mois. La vie des prisonniers va être entrecoupée par ces canards, je cite Salvat, sont des ragots qui sont colportés par les prisonniers sur l'avancement de la guerre. Et en fait, ça les fait vivre dans le camp avec ces rumeurs chaque jour, ces canards qui disent « Ah, la guerre va être finie, ah, le camp va être libéré, ah, on va s'en sortir tout de suite. » Bon, on est en 1944 quand Salvat est emprisonné. Ce n'est pas encore la fin de la guerre, du moins ils n'ont pas toutes les informations sur ce qui se passe notamment en France et le début de la libération de quelques villes en 1944. Le 20 août 1944, Salvat prend donc la décision de créer l'Escola de la Cruz Jaune. Decidam a me Lambert de la préfecture de Toulouse la fundació d'une escola Felibrenco, l'escola de la Cruz Jaune. Serio un bon biais de nous maintenir unis, même quand tornaren al país. Et on retrouve encore ici cette volonté de s'unir, de faire front, de ne faire qu'un. Et cette unification, quand on regarde le mouvement occitan en France, dans la zone non occupée, on voit bien qu'il est divisé, on voit bien qu'il est séparé entre les faits libres, les occitanistes. Mais en Allemagne, ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, leur première volonté, c'est de se retrouver, de se fédérer pour travailler ensemble à la langue et à la culture occitane. Pourquoi l'escola de la Cruz Jaune? En fait, c'est une croix jaune qui est cousue sur le pantalon et la veste que portent les prisonniers. Sus perdesus et sus capels que nous en donat, se veille la Cruz Jaune et l'uquen simbel de la vie de Deucan. Salvat, au moment de la création de la fondation de cette école, va faire une conférence à ses camarades prisonniers. Il va être rejoint par d'autres personnalités publiques, notamment Albert Sarraut, ministre de l'Intérieur, de 38 à 40, et frère de Maurice Sarraut, qui est par ailleurs directeur de la Dépêche à Toulouse et qui sera assassiné en 1943, et qui deviendra, Maurice Sarraut, le président d'honneur de l'école de la Cruz Jaune. Les acamps de cette école se tiennent chaque dimanche. Ajouté aux discussions donc, sur un point d'histoire, de littérature ou de culture occitane, encore une fois, on va assister à des cours de langue. Et c'est Salvat qui dispense ces cours de langue. Il travaille aussi à la cuisine locale. Alors, pas la cuisine du camp, parce qu'elle se résume à des patates et un bout de pain, mais à la cuisine de chez eux, la cuisine occitane méditerranéenne, qui leur rappelle les bons souvenirs d'avant-guerre. On va demander, alors Salvat a une place d'importance, il se fait connaître, il se fait entendre dans ce camp de Neuengamme, et on va lui demander de participer à un cabaret littéraire et de parler des troubadours. Et à l'époque, on s'aperçoit que finalement, chacun parle de tout, et donc des troubadours jusqu'à la cuisine, jusqu'à la langue, jusqu'à la graphie, bref, tous les sujets sont dispensés. Le 18 décembre 1944 et le 21 février 1945, il va partager donc aussi ses connaissances sur l'amour courtois. Mais aussi, il va organiser une conférence sur la vie harmonieuse de Mistral. Alors, ça serait intéressant, suite à ce que nous disait Philippe et la dépression chronique de Mistral, de savoir ce que Salvat disait de la vie harmonieuse de Mistral. Pendant toute sa captivité, au-delà de ses animations à l'Escola de la Cruz Jaune, Salvat va mettre en place, va écrire un lexique occitan, et il va commencer la traduction en français en janvier 1945. Il a un grand ami qui est le docteur Duclos de Perpignan, et ce docteur Duclos a commencé un chemin de croix. Donc toujours, on va retrouver ici l'idée de Camprou et de ce récit de captivité, ce journal de captivité. Duclos écrit un chemin de croix en français, et Salvat se dit finalement écrire sur notre expérience de prisonnier peut-être, voilà, ça nous laissera une trace et on transmettra par la suite. Et on va travailler ensemble à un chemin de croix bilingue. Et c'est comme ça que Salvat se met à écrire le Camille des Croûtes des Neuengamme.
qu'il va présenter donc au cabaret littéraire. Ce qu'on voit, c'est que ces escolos felibrencos dans les camps de prisonniers sont organisées, sont présentes davantage dans des oflags, puisque les officiers sont libres, entre guillemets, de toute activité. Il y a un stalag, qui est le stalag 11B de Camprou et d'un autre fait libre, Jean Reynaud, qui va organiser aussi une sorte d'école, mais qui va être moins connue, c'est cette Escola della Gabbio. C'est Jean Reynaud qui précise l'existence de cette Escola della Gabbio, mais on n'a pas de récit informatif sur l'organisation de cette école, ni même Camprou, qui se trouve au même moment que Reynaud dans le même stalag, ne mentionne l'existence de cette Escola della Gabbio. Pourtant, Camprou, on le sait, a organisé cette Universitat del Camp qui prend donc un autre nom que les Escoles des Embarrelat, Escoles de la Spruggiano. Il y avait une certaine unité, mais l'Universitat del Camp, peut-être créée aussi avant, puisque créée en 40, était la seule en fait dans un stalag. On ne sait pas d'ailleurs si Camprou et Reynaud se sont côtoyés au sein du stalag, et c'est peut-être là qu'il faudrait compléter les recherches. Effectivement, Boudou, c'est une situation différente avec les STO. Il va écrire La Croûte des Toulouse, dont j'avais parlé au colloque Boudou, qui ne saurait tarder d'être, dont les actes ne sauraient tarder d'être publiés. Et en fait, il va aussi donc créer écrire tout un journal de STO, qui n'est pas un journal de captivité, mais dans lequel on va pouvoir tracer le chemin que fait Boudou au STO. Tu m'as un peu surpris quand tu as mis sur le même niveau les Alsaciens allemands d'un côté, les Corses de l'autre, parce que l'irrédentisme corse, c'est plutôt avant la guerre, si je ne m'abuse, mais je ne suis pas historienne. Oui, parce qu'ils avaient des correspondants en Italie. Et il y avait une diaspora corse en Italie, et donc il y avait des contacts. Et pour le reste, c'est évident qu'il y a eu des corsistes résistants, de la même façon qu'il y a eu des militants bretons résistants et des Alsaciens résistants. On n'est jamais dans le monolithisme. Ceci dit, et bon, c'est certain aussi que collaborer avec les Italiens, c'était pas tout à fait la même chose que collaborer avec la Gestapo. Hein. Bon, mais il y a eu quand même, parce que avant la guerre, il y avait quand même une nostalgie et une nostalgie de l'Italie, parce que ça fait quand même partie de la culture locale. Et puis il y avait aussi une sympathie idéologique pour. Il y a quand même une petite revue qui s'appelle Peuples et Frontières à la fin des années 30, où on retrouve des représentants de pratiquement tous les mouvements autonomistes de France, sauf les Occitans. Il y a un Occitan qui passe à un moment, mais on ne sait pas qui c'est en plus. Et puis alors là c'est revue subventionnée à partir d'un certain moment par l'APR, c'est-à-dire les services de renseignement allemands. Et là, du Grand Arion Blond, si vous en voulez, vous en trouvez. Hein. Là, idéologiquement, c'est clair. Et donc, ça prépare. Je veux dire, c'est pas simplement de l'opportunisme. Il y a eu des faits libres, des occitanistes qui ont pu faire du pétainisme par opportunisme, en pensant que, puisqu'il y avait un wagon qui s'ouvrait, on rentre dedans, quoi. Chez certains Bretons, certains Alsaciens, certains Corses, on ne fait finalement que prolonger un engagement et une idéologie déjà présente et dont on a le sentiment que ça y est, elle a gagné. Et là, c'est pas Pétain. Pétain et les Bretons, ils veulent pas. Par contre, les Allemands, sans problème. Weisgerber, qui est un grand celtisant, un tout petit peu nazi sur les bords, adore les Bretons. Donc, comment tu l'appelles? Weisgerber, qui a continué sa carrière après la guerre d'ailleurs. Comme c'était un scientifique, ça pouvait passer. Yann, oui, sur le fait qu'on s'ennuie, on a un public captif. À quel point c'est difficile de le mesurer, de le quantifier. Mais c'est vrai qu'au vu du nombre d'escoulances qui soit sont pas énumérées, puisqu'en fait les listes sont très rares, mais on a l'impression qu'ils sont une soixantaine, une cinquantaine, allez, on va dire une cinquantaine par flag, où il y a des écoles installées, hein, notamment l'école des Embarbelats, à être investies.
ce qui en fait correspond quand même à un nombre assez important. Je veux dire, si on avait autant d'escoulants ou d'étudiants, nous intéressés parce qu'ils s'ennuient à la langue occitane, on s'en porterait pas. Et il y a encore cette catégorie sociale différente qui est celle des cas de notables, hein, de prominentes. Et en fait, ça serait peut-être intéressant de voir, d'avoir accès à ces conférences données à la fois dans un stalag, dans un oflag et dans le camp de notables par Salvat ou autre. Il s'avère que jusqu'en 42, on va dire, 43, presque toute la population est pétainiste. Soutient Pétain, puisqu'on croit encore que Pétain va sauver la France. Et les odes, les odes au maréchal Pétain, les hommages au maréchal Pétain, sont très présentes dans les revues, et particulièrement dans une qui, elle, restera pétainiste jusqu'en 44, début de 44, qui est Air aux Boots d'Air aux Montagnes. Vous cherchez un pétainiste, vous feuilletez Air aux Boots, vous êtes sûr d'en trouver. Ce qui se passe donc, c'est qu'en 44, Air aux Boots ne dit rien, mais continue à publier, mais change le type de publication. Alors bien sûr, plus d'ode au maréchal, plus d'hommages, mais par contre, on va publier les poèmes de résistance de Camproux. Et alors, on peut y voir derrière l'idée de « Ah non, nous, pétainistes, jamais. Regardez ce qu'on publie en 44. » Et c'était moins facile à l'époque d'aller voir ce qui était publié, ce qui avait été publié en 41, parce qu'il fallait retrouver le papier, il fallait, pendant la guerre, voilà. Et donc, en fait, quand on feuillette un peu toutes ces revues, on voit le changement alors, le changement, soit un véritable changement de mentalité, soit aussi une solution pour se mettre un peu à l'abri et dire « Ah non, regardez, nous en 44, on publie les résistants. Basta. » Je veux introduire un aspect que vous n'avez pas soulevé et qui me paraît très important par rapport à l'histoire large de l'occitanisme en tant que mouvement culturel et civilisationnel. C'est l'affaire des trois évêques occitans. Alors, moi, je vais répondre au monsieur sur... Effectivement, Roger Lapassade a écrit quelques petits poèmes ou textes. Pour autant, à ma connaissance, il fait partie de ces auteurs qui ont eu du mal à écrire la guerre, à écrire son ressenti, à écrire... et à la différence d'autres, hein, c'est ce que je disais sur la difficulté d'extérioriser des moments sentimentaux, enfin émotionnels, et des moments, des expériences de vie très fortes. Marcel Fournier, il est élu majoral en captivité quand il est au camp, et il prend la cigale de Robert Benoît, qui lui meurt en 42 en Dordogne, un autre homme de théâtre avec lequel il s'occupe du Bournat au Pays Grégoire. Et il revient, et alors c'est justement sur la vie de Marcel Fournier au camp, on a peu d'informations, et j'ai pas réussi à en trouver plus. On ne sait pas comment il revient, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il... ça reste... Je suis pas sûr que Vichy ait eu un annuaire des gens qu'il fallait absolument faire revenir. Il l'avait certainement, mais est-ce que Marcel Fournier en faisait partie? Il faudrait voir son profil idéologique. Est-ce qu'il faisait partie de la branche maurassienne du Félibrige? Non. Dans ce cas-là, il n'y avait pas de raison que... Instituteur et centre Ratso, je sais pas. Oui. Dans ce cas-là, il y avait peu de raisons que Vichy demande aux Allemands de le faire rentrer lui personnellement. Il doit y avoir une autre explication. Alors pour répondre à l'autre question, bon, il y a unanimisme de façade dans les publications. Ça n'empêche pas ensuite que les rapports interpersonnels et les discussions idéologiques qu'il y avait avant la guerre continuent. Bon, Berthaud dit très bien. Berthaud n'est pas d'accord avec tout le monde, il n'est pas d'accord avec Boussac, il n'est pas d'accord avec il y a plein de gens avec qui il n'est pas d'accord, et personne n'est d'accord avec tout le monde. Ce qui se passe après la guerre, bon, c'est d'une part que il y a une question de génération. Enfin, une partie des gens qui vont devenir les acteurs principaux de l'IO sont des jeunes. Qui héritent un petit peu des querelles des anciens, et donc toutes les questions de graphie vont ressurgir. Et alors, tu parles de règlement de compte, dans le cas de Salvat, là, oui, il y a
tentative de règlement de compte. Parce que Salvat, bon, il est pris dans une rafle et on l'envoie en Allemagne, mais il n'est pas plus résistant que mes pantoufles. Hein. Il est au contraire maurassien à fond la caisse. Il a fait de la propagande de vichiste et pétainiste de tant qu'il pouvait. Bon, il faisait comme Maurras. Hein. Maurras faisait des conférences Mistral, poète du travail, de la famille et de la patrie. Salvat faisait la même chose. Il faut voir ce qu'en dit Azéma dans ses archives, qui sont aussi redoutables. Et donc, quand Salvat revient, il échappe à toute critique, puisque il a quand même été déporté, le mec. Ceci dit, les gens qui étaient déjà en bisbille avec lui avant la guerre, Ismaël Girard et tous les autres, c'est le moment où il demande tout simplement, il demande d'une part, est-ce que à l'Académie des Jeux Floraux, on pourrait pas récupérer son local une fois, un joli local quand même. Et est-ce que Salvat, est-ce qu'on pourrait pas se farcir Salvat? Donc là, oui, mais là, ça veut dire que pendant la guerre, il valait peut-être mieux ne pas poser trop de questions, mais une fois que la guerre est finie, les querelles de l'avant-guerre peuvent ressurgir. En fait, l'unanimisme, il va surtout résider dans la défense de la petite patrie. Ils sont tous d'accord. Il faut défendre la petite patrie au sein de la grande. C'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans ce mouvement panoccitan, si je peux dire, entre faits libres et occitanistes, ici en France. C'est ce qu'on va retrouver aussi dans les camps de prisonniers, puisque tous se retrouvent là, puisqu'ils ont voulu défendre la petite patrie. Donc à un moment donné, on va s'intéresser à ce qui nous rassemble et à trouver ce petit truc qui va faire qu'on va travailler ensemble. Et comme le dit Yann, l'unanimisme, il n'est pas partout du tout. Quand on fouille un peu, il y a des tensions absolument entre beaucoup, voire entre tous. Et en 42, quand Girard et Lenelli disent les faits libres, il y a un moment que depuis 14, ils sont encore sur Mistral, sauf que ça n'avance pas, on va faire autre chose. Je crois même qu'ils doublent l'envoi de cadeaux au maréchal Pétain. Ils envoient la Legendo d'Esclarmundo de Valère Bernard. Et en fait, c'est à partir de là vraiment où il va y avoir comme une scission entre les deux groupes. Et forcément, les prisonniers, quand ils reviennent, ils arrivent dans cette espèce d'embarras où il y a des tensions partout. Ils sont au courant, de rien. Mais de rien, puisqu'ils étaient vraiment dans leur truc, dans leur communion, dans leur partage. Et quand ils arrivent dans ce chaos, ils doivent se dire, en plus de ça, il y a l'histoire d'Alibert, il y a l'IO qui est créé, c'est le bazar complet, qui n'est pas du tout... Et c'est un tout petit monde, hein. C'est des gens qui se connaissent bien depuis longtemps, avec tout ce que ça implique. Et ça va marquer aussi l'histoire du premier Rio. Merci beaucoup, merci encore. Merci à vous pour votre attention.